Donc, pour présenter notre invité du jour qui a osé briser la glace et être notre première invitée dans le cadre des Midi Rencontres, ça me fait plaisir de retrouver Anne Nadeau, qui a été stagiaire postdoctorale pour le projet des passeurs culturels et le projet des partenaires culturels du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke de 2019 à 2021. C'est un deuil depuis septembre. Anne a terminé son stage postdoctoral. C'est un deuil pour nous. Peut-être une joie pour elle, là, mais ou une libération. Mais ça a été vraiment agréable. Puis, par le passé, Anne avait fait sa thèse de doctorat à l'UQAM, soutenue en 2019, sur les changements de conception au rôle de passeur culturel chez les enseignants du primaire. Et pour cette thèse-là, elle avait remporté le prix de la meilleure thèse en recherche qualitative, le prix Jean-Marie van der Maren de l'Association pour la recherche qualitative au Québec. Donc, une étudiante performante, assurément, une conférencière très animée et pertinente. Et donc, Anne, je t'invite à prendre la parole puis à diriger les 35-40 prochaines minutes comme bon te semble. Merci, Martin. Après cette présentation, j'espère être à la hauteur. Ça me fait plaisir d'être là ici parmi vous, plusieurs visages que je connais ou non que je connais, donc vraiment enchantée. En fait, comme il n'y avait pas de précédent dans ce type de rencontre, je vais faire une proposition de déroulement. Donc, je pense que pour commencer, ça peut être intéressant de clarifier les concepts autour de l'idée de culture, parce qu'on sait que définir la culture, c'est pas simple, puis les experts ne s'entendent pas non plus sur les définitions, donc on va aller voir un peu ce qui vous est proposé ici là, pour travailler sur l'idée de l'approche culturelle de l'enseignement, mais dans un contexte de formation universitaire. Après ça, on va plutôt voir de quelle façon ça s'applique concrètement dans les cours. Donc, moi, j'ai quelques exemples, mais en fait, j'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus pour voir de quelle façon ça se transpose. Jusqu'à maintenant, les gens qui avaient écrit dans le fil de discussion étaient pratiquement tous et toutes des didacticiens, didacticiennes de ce que j'ai vu. Mais c'est quand même intéressant. On verra aussi s'il y a des gens de d'autres profils là, qui se sont ajoutés dans les dernières minutes, voir de quelle façon on intègre la culture dans nos cours. Je voulais quand même faire une petite partie sur le projet Passeur culturel parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les autres universités vous envient ce projet quand même, puis il y a d'autres universités qui sont en train de le mettre en place. Mais donc, là, je partagerai avec Martin, en fait, le micro pour vous dire, comment vous pouvez inviter les élèves, les étudiants, pardon, à y prendre part ou vous, de façon personnelle, y prendre part. Puis la dernière partie, c'est vraiment plus libre là, pour voir un échange pour discuter de certains points particuliers qui auraient besoin d'être clarifiés, par exemple. Donc, c'est un peu le plan que je vous propose. On va commencer tout de suite avec dans le nœud, la culture. En fait, pour commencer, ce que je propose, c'est de vous inviter à réfléchir vous-même à votre propre définition de la culture. Puis, pour imager un peu tout ça, j'ai envoyé à Guillaume un lien, donc il va pouvoir coller dans la zone de discussion. C'est juste par la plateforme Menti pour pouvoir mettre trois mots-clés. Trois mots-clés qui, pour vous, sont reliés à la culture, qu'on puisse aller voir ce que ça donne comme portrait. D'après moi, vous n'aurez pas besoin du code, juste en cliquant sur le lien, ça devrait fonctionner. Donc là, je vais peut-être simplement aller sur la page Internet pour qu'on puisse voir apparaître les mots-clés à mesure que ceux-ci sont inscrits. Donc, comme tu partages le diapo en tant que tel, on ne voit pas juste ton bureau. Fait que c'est peut-être, si tu veux changer ton mode de partage, parfait. Excellent. Ouais, super. Donc, vous êtes bien entré dans la plateforme puis ça fonctionne? Ouais, je vois les mots qui s'affichent. Parfait. Donc, je vais repartager pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais en même temps, des fois, j'aime ça vous laisser écrire un peu pour pas que ça nous donne des idées.
Guillaume, est-ce qu'on voit la page Internet? On l'a vu, mais c'est disparu. Peut-être ton partage a OK, peut-être décroché. Ouais, je vais le mettre en mode plein écran, puis on dirait qu'il n'a pas aimé ça. Alors, on y retourne. Ça devrait fonctionner maintenant. Oui, on voit très bien. Parfait. Ah, intéressant. Alors, regardez ce qui est plus gros, donc qui est revenu plus souvent. Art, identité, ouverture, partage, société seraient les mots les plus récurrents dans votre réflexion. C'est super intéressant parce que quand on fait cet exercice-là, dépendamment des personnes, du profil des participants, c'est vraiment différent. Après ça, il y a d'autres mots-clés, donc culture générale, la communauté, le plaisir, la curiosité, les sens, une culture transversale, des savoir-vivre, les symboles, traditions, le bagage culturel, l'héritage culturel, ensemble, donc un concept de communauté, l'humanité, l'enrichissement personnel, l'art d'être et les repères. Excellent. Donc, je vais revenir à ma présentation. En fait, il y a des chercheurs qui ont... il y a des chercheurs qui ont travaillé sur les différentes conceptions de la culture. Vous connaissez peut-être le travail d'Héloïse Côté, qui est à l'Université Laval, pour essayer donc de classer les différentes conceptions de la culture. Fait que vous pourrez voir où est-ce que vous vous situez à partir de cette classification-là. Je reviens techniquement à la présentation. Il ne faut pas penser qu'il y a une définition qui est dominante sur une autre. C'est vraiment pour voir la multiplication des possibilités. Donc, excusez-moi, c'est en train de se télécharger. Donc, il y aurait 5 grandes catégories. Fait que ce qui est lié au patrimonial, donc là, ça toucherait la fameuse culture générale dont on a parlé, les savoirs, donc tout ce qui est le patrimoine, etc. La conception instrumentaliste de la culture, on en a un peu parlé, il y avait des éléments qui étaient liés, on a parlé de savoir-être, je pense tout à l'heure, mais là, on serait plus dans les savoirs-agir. Notre programme de formation, pour ceux qui enseignent en formation initiale, là, primaire, secondaire, il y a une conception quand même instrumentaliste dans la façon de conceptualiser la culture. Il y a beaucoup de liens avec les compétences, les savoir-agir, les repères culturels, donc on est vraiment dans le pratico-pratique. La conception anthropologique, donc, le mot-clé ici, c'est l'identité. Plusieurs l'ont identifié aussi comme étant important. Donc, tout ce qui est lié aussi à l'ethnoculture, mais aux coutumes, aux valeurs. Donc, ce serait vraiment dans cette conception-là. Je vais sauter tout de suite à la dernière, la conception esthétique. Donc, les arts ressortaient comme quelque chose d'important. L'expression, donc une certaine subjectivité. C'est une autre conception aussi de la culture qui a été répertoriée. La conception de la culture comme objet et comme rapport, elle englobe un petit peu les 4 autres. Donc, personne ne l'a cité explicitement dans ses mots-clés. Par contre, les programmes qui ont été développés donc à partir des années 2000 s'appuient beaucoup sur cette conception-là, cette réflexion-là de la culture qui est issue des travaux de Fernand Dumont, en fait. Je vous présente la longue... en fait, un extrait de la très, très longue définition de la culture dans le dictionnaire actuel de l'éducation de Legendre, parce que c'est celle qui est diffusée par le ministère de la Culture et par le ministère de l'Éducation quand il est question de la culture en contexte scolaire. Donc, ça touche toutes les dimensions, toutes les conceptions de la culture qu'on a évoquées dans la diapo précédente. On va s'attarder juste un petit peu plus à la culture comme objet et comme rapport, parce que c'est pas si évident à comprendre, puis qu'au fond, le fait de le comprendre, ça nous donne une autre perspective sur notre rôle culturel, autant pour nous à l'université que pour nos étudiants, ceux qu'on va former, qui sont en majorité des futurs enseignants. Donc, ce que le sociologue Fernand Dumont a évoqué, c'est que la culture était à la fois un objet et un rapport. Donc, comme objet, on le conçoit comme dans 2 dimensions. Donc, la culture première de l'élève, qu'on appelle aussi maintenant dans les nouveaux documents du ministère la culture immédiate de l'élève, c'est son bagage culturel. Ça veut dire que l'enfant qui arrive en maternelle, il porte déjà un bagage par sa famille, sa communauté.
le bagage culturel, la culture première, il ne s'apprend pas de façon formelle. Il s'apprend de façon implicite, par imprégnation, par les expériences de vie. Il est transmis donc de façon informelle. Nos étudiants universitaires, leur bagage culturel, leur culture première, donc, a été nourri par leur communauté, leur famille, mais aussi par la culture populaire, par les pairs, par des intérêts qu'ils ont développés, qui a nourri leur bagage culturel. L'autre dimension, c'est la culture seconde ou la culture générale. Je pense qu'on comprend assez bien ce que ça veut dire. Puis la culture générale, c'est nourri de façon plus formelle. Donc, c'est pas parce qu'on a appris quelque chose à l'école que ça fait partie de notre culture générale. Parce que vous le savez, là, il y a moyen d'apprendre quelque chose et de l'oublier très rapidement. Donc, ça fait partie de notre culture générale, ça reste là. Quand on décide, quand on trouve ça significatif, quand on l'apprend pour le retenir, quand on a l'impression que ça va nous servir, qu'on va le mettre en application parce que ça nous intéresse, ça nous allume. Donc, ça ne suffit pas d'enseigner des savoirs pour se dire, ben ça y est, ça fait partie de sa culture générale. Il faut trouver une façon que ça devienne signifiant pour la personne, puis c'est comme ça que ça va s'imprégner. De là, l'idée de la culture comme rapport. En fait, c'est en développant un rapport aux objets culturels que la personne va les conserver finalement, va développer un rapport par rapport à l'objet ou au repère culturel, là aussi, là, la nomenclature tend à changer, bien, ça veut dire qu'on est capable de le comprendre dans une perspective culturelle, ce nouveau savoir, cette nouvelle connaissance, cet objet de culture, cette découverte. On arrive à se situer par rapport à celle-ci, d'un point de vue critique, mais aussi par rapport au sens qu'on va lui donner dans notre vie. Et ce sens-là, on va le donner par les lunettes, finalement, de notre culture première. Parce que c'est comme ça qu'on interprète tout ce qu'on rencontre dans la vie. C'est à partir de qui on est, de notre bagage, c'est ce qui fait que certaines personnes vont recevoir la même information différemment. Donc, l'idée, c'est donc, si on suit cette logique-là, de mettre nos étudiants en contact avec des repères culturels qui sont issus des deux dimensions. Donc, la culture seconde, on se dit, ben, c'est plus facile puisque j'ai des savoirs à enseigner, mais je dois les enseigner dans une perspective culturelle le plus possible pour permettre de leur donner un sens et qu'ils s'inscrivent ces savoirs-là. Donc, peut-être cibler certains savoirs qui ont un potentiel culturel plus grand. Mais je dois aussi, ça c'est notre défi à l'université, je dois aussi me préoccuper du bagage culturel de mes étudiants pour voir comment les apprentissages résonnent pour eux, qu'est-ce qu'ils vont en garder après l'examen final, qu'est-ce qui leur en reste. Parce que la trace qu'on veut laisser, elle est plus significative que ça, plus qu'une note dans leur relevé de notes. Donc, c'est là où nous, on a un défi parce qu'on a un très grand nombre d'étudiants. Donc, l'idée, c'est pas de s'intéresser individuellement, de connaître le bagage de chaque personne, ce qui n'est pas réaliste, mais plutôt de voir comment on peut favoriser des occasions d'échange, mais aussi de réflexion critique sur le propre bagage culturel qu'on a, que les étudiants ont aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on souhaite, c'est que l'étudiant, au fil de sa formation, il finisse par poser un regard critique sur sa propre culture pour faire des choix, pour pouvoir s'affranchir de certaines choses puis développer autre chose. On a parlé de repères culturels, donc ça, si vous enseignez en formation initiale, vous le voyez aussi dans les programmes de formation. Donc, les repères culturels, ce qu'on nous donne comme définition, c'est que ce sont des objets d'apprentissage signifiants sur le plan culturel dont l'exploitation en classe permet à l'élève d'enrichir son rapport à lui-même, aux autres et au monde. En gros, tout est un repère culturel, ça dépend comment on s'en sert. Un soulier, c'est un repère culturel. Si on le met dans un contexte culturel, si on lui donne un sens, si on l'attache par exemple à, je ne sais pas, qui fabrique ces souliers-là que je porte. Moi, je vous donne un exemple, je suis enseignante d'art dramatique, donc je peux décider de faire une situation d'apprentissage avec mes étudiants autour du soulier comme repère culturel. Fait que là, ils vont regarder avec leurs élèves quels souliers ils portent, puis pourquoi c'est important, les marques de souliers, là, au 3e cycle, par exemple. Puis, on va faire une recherche pour voir où sont fabriqués les souliers, dans quelles conditions, etc. Puis, les élèves vont concevoir une publicité en art dramatique qui vont exploiter des savoirs qui sont au programme pour sensibiliser d'éventuels spectateurs au contexte culturel, donc autour de la consommation de marques de chaussures, par exemple. Donc là, moi, j'ai enseigné mes savoirs en art dramatique, mais en plus, j'ai allumé les élèves, je leur ai fait prendre conscience d'un repère culturel qui est plus vaste, donc qui va aussi nourrir un domaine général de formation, mais qui va leur permettre de se situer, de développer un regard critique, puis peut-être à ce moment-là d'être un consommateur de souliers plus critique, avoir un autre regard.
Donc, ça rend signifiant les choses qu'ils vont apprendre. Dans le clavardage, on nous dit aussi les matériaux en sciences. Des fois, on pense culture justement plutôt en art dramatique ou en français, mais effectivement, l'histoire du Bécher, par exemple, ça porte. Toutes les choses ont un sens culturel très intéressant. Tout à fait. Puis on va faire, en fait, je vais avoir vraiment besoin de vous tantôt pour avoir des exemples qui proviennent de différentes disciplines. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'enseigne donc en didactique des arts, puis aussi des cours qui sont autour de la didactique de la culture, mais comme à l'Université de Montréal, c'est vraiment ça le titre. Donc, c'est sûr que mes exemples vont provenir un peu plus de ce champ-là. Donc, un repère culturel, ça peut avoir différentes caractéristiques. Donc, ça va développer des aptitudes chez l'élève, des intérêts aussi. Ça va favoriser certaines choses comme la transmission d'héritage culturel, l'ouverture aux réalités. Ça va s'inscrire dans le concret. Donc, est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est de l'actualité? Est-ce que c'est patrimonial? Est-ce que c'est territorial? Est-ce que c'est scientifique? Ça peut provenir de différentes sphères, on l'a vu aussi. Et qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente un courant de pensée, une époque, des valeurs? Donc ça, c'est des tableaux qui nous viennent du programme de formation ou du document qui s'appelle « Document sur l'intégration de la dimension culturelle à l'école » qui a été produit donc conjointement par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture en 2003. C'est parce que c'est un peu nos bases, surtout quand on travaille en éducation à l'université. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer de ça pour se trouver une ligne directrice dans notre travail en formation initiale. Parce que des fois aussi, on ne sait pas dans quoi on peut puiser pour trouver des repères culturels. Fait on se rend compte que ça peut être vraiment très, très vaste, puis ça dépend de comment on s'en sert. La culture populaire peut même être un repère culturel parce que ça peut être signifiant pour nos étudiants. Il peut se passer quelque chose dans leur vie, je donne l'exemple classique des médias sociaux, par exemple. Mais l'idée, ce serait de voir comment on y porte un regard critique, puis comment on s'en sert pour exploiter des apprentissages qu'on a à faire dans notre cours universitaire, puis les mettre en relation avec quelque chose qui est proche d'eux pour leur permettre d'acquérir ce savoir-là de façon significative, mais aussi de porter un regard critique, par exemple, sur leur rapport aux médias sociaux. Donc, il y a des repères culturels selon nos programmes qui sont plus significatifs que d'autres. Les médias sociaux, c'est pas essentiel. Par contre, ça me permet d'entrer en contact avec mes étudiants, de les motiver, de les faire s'engager dans ce que je vais leur proposer. Ben, c'est une bonne stratégie pour les amener plus loin. La présentation d'aujourd'hui était intitulée « L'approche culturelle de l'enseignement », la dimension culturelle dans l'enseignement universitaire. Donc, voir un peu ce que ça veut dire l'approche culturelle de l'enseignement. Donc, construire des savoirs par des expériences variées et significatives. Donc, on n'est pas juste dans un mode de transmission. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous comme enseignants? Bien, il faut sélectionner des repères culturels puis les intégrer aux apprentissages. Agir comme passeur culturel. Donc, c'est un mot qu'on a vu passer. Là, le nouveau référentiel nous parle de médiateur culturel, qui est un terme plus précis quand même, parce que le passeur, ça donne l'impression qu'on fait juste que le savoir, les informations, la connaissance va dans une seule direction, puis c'est un peu contraire à tout ce qu'on a lu sur ce que le passeur culturel devait faire. Donc, le médiateur culturel serait un terme quand même plus précis par rapport à ce qu'on demande de faire aux enseignants. Puis nous aussi, si on agit comme passeur culturel, ben c'est d'être à l'écoute, de dialoguer. Puis c'est plus facile d'agir comme passeur culturel si nous-mêmes, on a un rapport complexe avec la culture. Fait que, il y a différents écrits qui nous ramènent à ça, mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que si nous-mêmes, on est actifs, critiques aussi par rapport à la culture, si on s'est informé, le passeur culturel, ça n'a pas besoin d'être un expert de tout, mais c'est quelqu'un qui est curieux puis qui va aller chercher les réponses, en fait, aux questions. Donc, on y arrive à ce fameux passeur culturel. Donc, c'est quelqu'un qui va dépasser les contenus disciplinaires, mais qui va les maîtriser aussi, ces contenus, n'oublions pas, quand même. Donc, ce qui est prescrit dans notre cours, ce sur quoi on nous demande d'enseigner. Il va profiter des occasions. Il va créer des liens significatifs. Il va donner un espace d'expression. Donc, c'est quelqu'un qui est capable un peu de sortir de sa planification pour être spontané, profiter de ce qui se passe. Ça, je trouve ça intéressant aussi, c'est l'idée de ne pas toujours transférer un savoir savant inaccessible. Donc, d'être capable de vulgariser, de donner accès aussi à la connaissance. Et ça, c'est dans le but de créer un rapport positif au savoir.
donner le goût aux choses de la culture aussi, c'est intéressant. Pour ça, des fois, il faut un peu mettre l'apprenant dans une situation la fameuse expression hors de sa zone de confort, là, ça s'appliquerait bien ici, là, donc pour être réceptif à autre chose que ce qu'il connaît. Donc, pourquoi ne pas partir d'une série sur Netflix qui traite d'une problématique scientifique pour les amener à découvrir un phénomène scientifique? Le penseur culturel, Zakartchouk n'aurait pas utilisé ce mot-là, mais moi, je vous dirais que c'est un ratoureux. C'est-à-dire qu'il va peut-être donner la première marche facile pour qu'après ça, l'étudiant puisse faire monter 2-3 marches plus difficiles. Donc, c'est souvent comme ça qu'on va exploiter les éléments de culture première des étudiants comme une porte d'entrée vers un savoir qui sera un petit peu plus complexe à comprendre. Donc, en résumé, là, les qui, comment, quoi, avec quoi, ben, c'est tous les mots qu'on a vus. Comme penseur culturel, je vais mettre en œuvre une approche culturelle de l'enseignement. Ça veut dire que je vais intégrer la dimension culturelle à mon enseignement. Puis la façon de le faire, c'est en choisissant des repères culturels signifiants, puis en les exploitant réellement. Donc, il ne s'agit pas d'enseigner la géographie puis de dire, OK, aujourd'hui, on va parler du Moyen-Orient. Il y a des gens ici qui sont déjà allés au Moyen-Orient, de leur faire lever la main et de poursuivre. C'est de profiter du savoir et des connaissances et du bagage culturel de nos étudiants pour nourrir finalement l'ensemble du groupe. La culture de tout le monde, le rapport aussi de tout le monde à ces éléments culturels-là. Je vais prendre les questions après cette section-là, je pense, parce qu'elle est plus concrète et ça va me permettre de vous entendre un peu. Donc, ce qui se passe en contexte universitaire. Donc, différentes pistes d'intégration. D'abord, notre attitude d'ouverture et de curiosité. Parce que des fois, il y a des choses qui se présentent qu'on n'avait pas planifiées, mais qui sont formidables pour nous permettre de faire apprendre. Les événements de l'actualité sont les meilleurs exemples, surtout quand on travaille en formation des enseignants, parce qu'il y a souvent des articles sur l'éducation qui vont être publiés. Donc, est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus pour demander aux étudiants quel rapport ils ont avec l'expérience qui est présentée, par exemple, dans une lettre ouverte dans le journal? Comment ils se positionnent par rapport à ça? Sur quoi ils s'appuient pour prendre cette opinion-là? On peut peut-être faire l'historique, le contexte derrière l'événement qui est relaté, donc mettre en contexte ce qui est présenté, donc les événements de l'actualité, mais aussi les propositions qui nous sont faites. Un collègue fait un projet, puis il y aura un lien interdisciplinaire à faire, donc on saisit l'occasion, on réaménage notre horaire. Ça nous demande de la souplesse, par exemple, c'est certain. Donc, quand on a donné un cours souvent, c'est sûrement plus facile que si c'est la première fois qu'on le donne, de pouvoir réagir à ça. Mais l'idée, c'est de saisir l'occasion. Parfois, ça peut être un partenaire culturel aussi qui nous fait une proposition. Donc, vous avez un musée de sciences extraordinaire à Sherbrooke qui vous permet, donc, ils ont un événement X, ils ont une subvention, puis il y aurait quelque chose à faire rapidement, puis vous dites, je vais trouver des liens à tisser avec les apprentissages pour leur permettre aux étudiants de vivre ça. Prendre des repères culturels qui sont ici, des deux dimensions de la culture. Donc, pour nous, c'est assez simple de penser à la culture seconde, mais se préoccuper de la culture immédiate des élèves dans le but de développer leur sens critique par rapport à ça, parce qu'il y a des études qui le démontrent que les étudiants qu'on a vont beaucoup enseigner comme on leur a enseigné au primaire secondaire, plutôt que d'aller puiser dans leurs 4 ans de bac. Fait que c'est à nous un peu de les amener à être critiques puis de créer des petits chocs cognitifs par des expériences culturelles pour qu'ils puissent voir un potentiel, pour qu'ils puissent faire une réflexion plus approfondie et tisser des liens avec ce qu'on leur apprend. Fait que si on leur montre une situation, par exemple une stratégie d'enseignement, on leur a montré un peu dans la théorie ou avec des exemples, avec des mises en situation, mais est-ce qu'il y a moyen d'ancrer ça culturellement, de partir, par exemple, historiquement d'où ça vient, pourquoi on a fait ce choix-là, de partir du bagage, du rapport que les élèves, les étudiants qui sont devant nous ont eu quand eux étaient élèves avec une telle stratégie, donc d'ancrer un peu tout ça. On y vient justement à l'ancrage culturel, donc s'approprier les apprentissages, les contextualiser, donc souvent c'est historiquement, donc pourquoi telle formule mathématique a été développée, comment on s'en sert dans le quotidien, d'où ça vient, super important pour la mettre en contexte. Puis choisir les exemples d'un point de vue culturel. Donc, prendre le temps de penser, on a des exemples pratico-pratiques en classe, mais y a-t-il moyen de l'ancrer culturellement? Puis nos étudiants viennent de plus en plus d'un parcours scolaire qui est diversifié. Donc, nos étudiants n'ont pas tous suivi le même cursus scolaire
c'est plus du tout homogène, en fait, nos classes, et c'est formidable. Donc, prendre le temps de questionner les étudiants sur leur rapport. Puis moi, je peux vous dire, pour enseigner une discipline pratique, donc qui s'apprend dans l'action, que des fois, ça m'apparaît que certains étudiants, comme eux autres, n'ont pas appris le théâtre. Pour eux, le théâtre, c'est plus théorique parce que leur parcours scolaire a été comme ça. Ben, si je prends pas le temps de m'intéresser à comment ils l'ont appris, ben, ils essayent d'apprendre ce que je présente comme eux perçoivent le théâtre, c'est-à-dire d'un point de vue théorique. Alors, dans toutes les évaluations, il y a des trous. Donc, je dois prendre le temps de discuter avec eux pour voir c'est quoi leur conception du théâtre, comment ils l'ont appris, puis même, j'ai essayé cette année de leur faire présenter aux étudiants, aux autres étudiants, c'est quoi leur rapport à l'art dramatique, eux autres, dans la formation qu'ils ont eue comme enfants. Donc, prendre le temps de faire ça pour permettre des apprentissages plus ancrés. Puis, vivre des expériences culturelles. En fait, l'idée, c'est d'avoir des expériences culturelles communes avec vos étudiants. Des expériences sur lesquelles vous allez pouvoir toujours rebondir, sur lesquelles vous allez pouvoir faire des références. Puis, dans les milieux défavorisés pluriethniques, là, ils parlent de repères équitables, je pense, dans l'idée que c'est juste enseigner les fractions en coupant une pizza. Il y a peut-être des élèves qui ne mangent jamais de pizza. Fait qu'on va l'amener la pizza dans la classe, on va la couper, puis là, on va toutes l'avoir vécue ensemble. Fait qu'après, quand on va y référer, là, ça va être super clair. Donc, des repères communs puis équitables. Donc, favoriser des expériences sensibles. Puis pour nos étudiants aussi, ça a été documenté. Ils vont se déplacer dans les lieux culturels qu'ils connaissent dans les premières années de pratique, quand ils vont enseigner. Les lieux où ils vont aller avec leurs élèves, c'est des lieux où ils se sentent bien et qu'ils connaissent et qu'ils ont expérimenté. Donc, c'est vraiment à nous d'agir là-dessus en les amenant dans des lieux inusités, variés, pour qu'ils voient, qu'ils constatent que c'est possible et qu'ils aient envie après de prendre ces risques-là aussi avec leurs propres élèves une fois en classe. Ben, en fait, vous dire qu'une chose que je trouve intéressante avec le projet Passeur culturel, puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est la médiation culturelle qui peut être proposée aussi à vos étudiants. Si vous enseignez les mathématiques ou les sciences, mais que vous vous dites que le spectacle de cirque serait vraiment pertinent pour faire des liens, vous n'avez peut-être pas envie de parler de cirque, vous vous sentez peut-être pas confortable, mais il y a quelqu'un du centre culturel qui peut venir le faire. Ça, c'est vraiment formidable. Puis vous ferez les liens disciplinaires. Je trouve que ça fait un bon exemple aussi à donner à nos futurs enseignants qu'on n'a pas besoin d'être un expert en tout. On est les experts de ce qu'on enseigne, de notre contexte, on connaît nos élèves, puis le médiateur va faire la suite. Je trouve que ça, on ne devrait pas s'en passer. Fait que merci. En fait, je veux vous remercier parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, puis j'apprécie votre accueil puis votre générosité dans le partage de tout ça. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Anne. Puis on va garder des traces de cet enregistrement-là. On va diffuser plus largement. Il y a le site Internet aussi, le Passeur culturel, sur lequel vous pouvez trouver des guides, entre autres d'accompagnement pour des étudiants universitaires ou des formateurs d'enseignants aussi. C'est Anne qui a travaillé beaucoup à ces guides-là. N'hésitez pas à les consulter, les utiliser. Puis surtout, n'hésitez pas à nous écrire, Guillaume et moi, là, si des fois vous souhaitez justement mettre de la chair autour d'une sortie culturelle dans vos enseignements, bien, nous, on peut vous aider à entrer en lien avec les bonnes personnes au centre culturel pour avoir de la médiation culturelle autour de ces spectacles-là. Et entre autres, là, je vois Louis, Hugo, là, en sciences, maths, là, les spectacles de cirque en particulier s'y prêtent tout à fait très bien. Et en physique. Et en physique, moi, ça m'a accroché. J'ai voulu parler, mais je dis, OK, c'est la fin. C'est super intéressant, le cirque et les maths et la physique aussi. Oui. J'adore ça. Physique, hein, parce que la FASAP, on y va le 8 mars. Louis, tu es là. Hein? On y va le 8 mars. Oui, bonne idée. Avec les étudiants d'ADAPT. Oui, bien. Super. Bien, merci beaucoup tout le monde. Puis, n'hésitez pas, passez de joyeuses fêtes, reposez-vous bien, puis changeons-nous les idées avec un peu de culture. Là, ça va faire du bien. Yes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.